Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de NXT TakeOver Brooklyn numéro 4. Donc normalement vous voyez cette vidéo dimanche, je dis bien normalement si tout s'est bien passé. J'ai réussi à sortir la vidéo le lendemain du show et ça faisait longtemps que je n'avais plus fait ça pour un TakeOver. Bref, donc écoutez, je vais pas perdre de temps, je vais déjà vous présenter le show comme d'habitude. Donc NXT TakeOver Brooklyn numéro 4 se tenait le 18 août 2018, c'était au Barclays Center de Brooklyn, New York, qui accueillera donc demain, si vous voyez cette vidéo dimanche, SummerSlam, the biggest event of the summer, the biggest party of the summer. Et donc les deux thèmes musicaux pour ce takeover, eh bien c'était Blood and Water de Grandson et on avait Made in America de Fever 333. Des thèmes plutôt sympas comme presque à chaque fois de toute façon pour les takeovers. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation du pay-per-view, donc on va pouvoir attaquer le pay-per-view, tout simplement la review. Donc l'opener de ce takeover, c'était pour les NXT Tag Team Championships, donc on avait les champions Undisputed Era contre Moustache Mountain, Tyler Bate et Trent Seven, dans un match de 18 minutes. Pour moi, c'était une très très bonne idée de mettre ce match en opener parce que c'était un gage de qualité, c'est ce que je vous avais dit de toute façon dans la preview. C'était un match qui allait être bon, c'était pas un point d'interrogation, on savait que ça allait donner quelque chose de très cool. Et ce match a été vraiment très bon et pendant très longtemps, j'ai pensé que ça allait être le meilleur match du show. Mais il y a eu le main event, mais j'ai vraiment trouvé ce match excellent. Pour moi, c'est je pense que c'est le meilleur match cette année. En tout cas à la WWE, au niveau des matchs par équipe, c'était excellent, vraiment, c'était excellent, pour moi c'est un modèle, c'est une leçon de match par équipe, c'est tellement au-dessus de ce qu'on peut voir dans le main roster, quand tu vois les champions actuels dans le main roster, et les matchs qu'ils font, c'est quand même assez chaud, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit. J'ai noté qu'à un moment donné, on a eu un Walls of Jericho de Roderick Strong sur Trent Seven, on est également dans le même temps un Triangle Choke de la part de Kyle O'Reilly sur Tyler Bate. Et en fait, Tyler Bate a soulevé O'Reilly pour lui faire une powerbomb. Et en fait, il a balancé O'Reilly sur Roderick Strong. Donc ça, c'était vraiment génial. Et finalement, à la fin du match, on a donc la prise de finition de Undisputed Era, donc le high-low, sur Trent Seven pour la victoire donc de Undisputed Era qui conserve les NXT Tag Team Championship. Donc non, ce n'est pas la fin de Undisputed Era, la suprématie en tout cas dans la division par équipe continue pour le Undisputed Era, mais c'était vraiment un régal tout simplement. Pour moi c'est une leçon de match par équipe. Le travail des deux équipes était vraiment propre, il n'y a pas eu de botch. Mention spéciale à Tyler Bate, alors les quatre ont vraiment très bien catché, mais mention spéciale à Tyler Bate, pour moi qui est un petit peu le MVP de ce match, il a vraiment été incroyable. Après voilà, quand tu regardes NXT, quand tu regardes la division UK, tu connais le niveau du mec, mais voilà, il a vraiment été au-dessus, il a vraiment sorti un excellent match. Et ensuite, après le match, eh bien, on a les War Raiders qui sont arrivés et qui ont cassé du cul. Ils ont attaqué les deux équipes. Ils n'ont pas attaqué seulement Undisputed Era, ils ont attaqué aussi Moustache Mountain. Apparemment, ils n'aiment pas les moustaches. Et du coup, voilà, ils ont défoncé les deux équipes. Et donc, ça nous tease très clairement un match entre les War Raiders et Undisputed Era. C'est un match qui s'annonce quand même bien cool. C'est un match que j'ai vraiment envie de voir. Et pour ce qui est de la note, eh bien, j'ai mis 9,5 sur 10. Il manquait vraiment pas grand-chose pour que je mette 5 stars. Mais voilà, je l'ai déjà dit dans le passé, mais que je mette 10 ou 9,5 sur 10, ça change rien, quoi. C'était vraiment génial. Et c'est tout ce qu'on aime, tout simplement. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était l'un des matchs que j'attendais les moins de ce takeover. C'était donc le Velveteen Dream contre EC3. C'était pas un match que j'attendais spécialement d'un point de vue in-ring. Et de toute façon, vu que je n'avais pas vu les derniers weekly, j'ai pas vu la construction de la rivalité. Du coup, c'est pour ça que j'avais moins de hype pour ce takeover que pour les autres, parce que forcément,
quand tu vois pas les rivalités, t'es moins hypé en fait. Enfin, c'est logique. Du coup, voilà, c'était pas un match qui me faisait rêver. Le match a duré 15 minutes et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que ça a été le moins bon match de ce takeover. Je l'ai trouvé en dessous, mais ça me surprend à moitié. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit hein, dans la preview. C'était pas forcément un match que j'attendais des masses. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, c'était pas mauvais. Je trouve qu'il a mis un petit peu de temps avant de vraiment démarrer. Le début de match, c'était un petit peu lent, c'était genre on s'observe un peu, mais on a quand même eu des spots bien cool. Puis bah, la seule chose que j'ai relevée, c'est la fin du match. En fait, on a un Death Valley Driver de la part du Velveteen Dream sur EC3, donc sur l'éperon du ring. Et ensuite, il nous fait un Purple Rainmaker, donc sa prise de finition sur EC3, qui était toujours sur l'éperon du ring. Donc c'était quand même bien cool comme fin, j'ai bien aimé. Victoire donc du Velveteen Dream sur EC3. Donc bah, c'est un résultat qui me fait plaisir tout simplement. Parce que c'est vrai que le Velveteen Dream en 1v1, bah à chaque fois il a perdu, enfin sauf contre Kazuo Sono, mais comme je vous l'ai dit, je considère pas Kazuo Sono comme une grande star. C'est pas du niveau d'Aleister Black ou bien de Ricochet. Donc là c'est quand même une belle victoire contre EC3. Ça me fait plaisir pour le Dream parce qu'il a besoin de gagner quand même de temps en temps. Mais voilà, et puis bah, bien évidemment, comme d'habitude, le Velveteen Dream s'est mis sur son 31, il était trop stylé, il avait trop de flow, il l'avait mis sur son derrière, call Me Up Vince, un truc comme ça. C'était assez drôle. D'ailleurs, non, je n'ai pas envie de te voir dans le main roster Velveteen parce que je pense que Vince McMahon va te bousiller, vraiment. Je pense que on l'a vu avec des mecs comme Bobby Roode, comme les Authors of Pain et comme plein d'autres. On sait très bien que beaucoup d'ex de NXT galèrent dans le main roster. Mais alors, s'il y en a bien un que j'ai pas envie de voir dans le main roster, c'est bien le Velveteen Dream parce qu'une gimmick si spéciale, je vois mal comment dans le main roster il réussirait à bien s'en servir. Donc si tu pouvais rester à NXT encore très longtemps, ça m'arrangerait, hein, très clairement. Mais du coup, donc, pour la note, eh bien, j'ai mis 7 sur 10. C'est pas une mauvaise note, mais pour moi, c'était le moins bon match de la soirée. Ensuite, le troisième match, c'était limite le match que j'attendais le plus du pay-per-view. C'était pour le North American Championship. On avait Ricochet contre Adam Cole, baby, le champion, dans un match de 15 minutes. Et je vais pas vous mentir que ce match, bon, j'ai vu qu'il avait fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Et attention, hein, attention, il est bon, il est même très très cool, il n'y a pas de problème. Cela dit, j'en attendais peut-être un peu plus. Pour moi, ce match pouvait être le match de l'année, très clairement. Pour moi, ils auraient dû avoir plus de temps. 15 minutes, c'est bien, hein, c'est pas mauvais comme temps, mais je pense qu'ils auraient dû avoir un bon 25 minutes. En fait, voilà, pour moi, ce match est bon, et même très bon, mais je pense qu'il aurait pu facilement atteindre 10 sur 10 s'ils avaient le temps nécessaire. Et du coup, voilà. Et surtout, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a pas mal de spots que j'ai senti venir. Et même si, attention, ça n'enlève rien à la qualité des spots, je pense notamment au moonsault de Ricochet qui est contré avec un super kick de Adam Cole. C'est l'un des moves de l'année. NXT main roster confondu, c'est l'un des moves de l'année. C'est magnifique. Le timing, il est incroyable. Ça doit être tellement dur de bien porter la prise, de bien la porter sans toucher trop fort son adversaire au bon moment. Ça doit être tellement dur à effectuer. C'était magnifique. Mais je l'ai senti venir. Juste avant, Ricochet esquive le super kick, si je me souviens bien. Et juste derrière, il va dans les cordes. Je l'ai senti venir à 3 km. Et c'est pareil pour la fin. Quand Adam Cole va à l'extérieur du ring sur l'éperon, je le vois venir à des kilomètres qu'il va se faire baiser. À des kilomètres. Du coup, voilà, c'est ça que je regrette, parce que j'aime bien, justement, dans le catch, c'est être surpris. Et disons que les gros spots du match, ben, je les ai vus venir à l'avance. Et du coup, c'est un petit peu problématique, mais c'était quand même un très bon match, il n'y a pas de souci. Et au final, eh bien, on a un changement de titre. Nouveau champion nord-américain, donc Ricochet, qui bat Adam Cole avec son 630 splash. J'ai également noté, j'avais presque oublié d'en parler, qu'on a eu un magnifique échange entre les deux à un moment donné. C'était vraiment épique, c'était digne d'un jeu vidéo. C'était vraiment, ouais, c'était en mode Street Fighter, c'était vraiment génial, il n'y a pas de souci. Du coup, pour moi, c'est le troisième meilleur match de la soirée. J'ai mis un joli 9 sur 10, et puis bah, bravo, tout simplement, à Ricochet pour ce titre qu'il mérite.
Ensuite, on arrive avec l'avant-dernier match de la soirée. C'était le match que j'attendais le moins. Je pense que vous savez pourquoi. C'était pour le NXT Women's Championship. On avait donc la championne Shayna Baszler contre Kairi Sane, la revanche du Mae Young classique de l'année dernière, dans un match donc qui a duré 14 minutes. Et c'est vrai que c'était le match que j'attendais le moins de ce takeover parce que voilà, je suis pas fan de Shayna Baszler, je suis pas non plus un immense fan de Kairi Sane. D'ailleurs, je vais le dire maintenant, je sais pas si je suis le seul, mais je trouve que sa gimmick en mode pirate des Caraïbes, je trouve que ça la fait un peu passer pour une mongole un petit peu. Enfin, je sais pas si il y a que moi qui trouve qu'elle passe vraiment pour une débile avec cette gimmick. J'ai beaucoup de mal avec Kairi Sane, je comprends pas forcément la hype autour de elle. Je dis pas que c'est une mauvaise catcheuse, hein, mais je trouve que la gimmick, c'est pas forcément ça, quoi. Voilà, après c'est que mon avis, bien sûr. Donc voilà, c'était pas un match qui m'emballait des masses. Et ben franchement, ce match, il m'a vraiment surpris, en positif. Pour moi, c'était vraiment un bon match féminin. Pour moi, c'est le meilleur match de Baszler durant son règne. C'était vraiment un match très cool, vraiment, il faut le dire. Je critique tout le temps Shayna Baszler dans mes vidéos. Je suis jamais très tendre avec Kairi Sane. Mais quand elles font un bon match, je suis aussi là pour le dire. Et là, franchement, c'était un bon match. Franchement, c'était vraiment un bon match. J'ai noté que Baszler s'est relevé de l'Insane Elbow. On a également Kairi Sane qui a réussi à aller chercher les cordes quand elle subissait le Kirifuda Clutch, la prise qui a permis à Shayna Baszler de devenir championne. Oui, et j'ai également noté qu'il va falloir le préciser à Shayna Baszler et également à Pete Dunne. Jouer avec les bras et les mains de ses adversaires, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. L'être humain a besoin de ça. Les jambes, les mains, les bras, c'est très important pour un être humain. Non, il ne faut pas prendre ton adversaire pour un pantin désarticulé. Non, ce n'est pas gentil. Ok Shayna, ok Pete, ça se trouve, on ne sait pas, peut-être que Pete Dunne est en couple avec elle, nous ne savons pas. Peut-être qu'ils sont de la même famille. Parce qu'il va falloir arrêter de jouer comme ça avec les parties de ses adversaires. Ce n'est pas gentil. D'ailleurs, heureusement qu'elle n'affronte pas des mecs, parce que si elle faisait ça avec les balls, voilà, il y aurait un problème quand même. Hein, mais sinon, voilà, c'était un match vraiment plaisant. Voilà, et donc je vais revenir en fait à la fin du match. On a donc Kairi Sane qui s'envole pour porter son Insane Elbow. Finalement, Shayna Baszler met les genoux. Donc du coup, elle a son bras en bouillie. Du coup, on a Shayna qui veut enchaîner avec le Kirifuda Clutch pour faire abandonner Kairi Sane, mais finalement Kairi arrive à contrer la prise et fait une sorte de roll-up de petit paquet pour la victoire tout simplement de Kairi Sane sur Shayna Baszler, donc nouvelle championne de la NXT. Kairi Sane, donc c'est cool. De toute façon, voilà, je pense que vous le savez, je suis pas un grand fan de Shayna Baszler. Donc voilà, son règne se termine, c'est pas plus mal. Après, je suis pas non plus un immense fan de Kairi Sane, donc on va voir ce que ça va donner en tant que championne. Mais tout ça pour dire que c'était un match surprenant, en positif, c'était un bon match de catch féminin. Et du coup, pour la note, j'ai mis un 8 sur 10. Et enfin, le main event de la soirée, donc c'était pour le NXT Championship dans un Last Man Standing match, une stipulation que j'affectionne tout particulièrement. Donc on avait le champion Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano dans un match de 34 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Et la question que beaucoup de gens se demandaient, c'est est-ce qu'ils vont réussir à proposer quelque chose de différent? Parce que c'est vrai que ils ont déjà tapé 2 matchs qui doivent durer facilement 1 heure, je pense. Donc surtout que c'est des stipulations, je trouve, qui se ressemblent assez. Du coup, c'est vrai que beaucoup de gens se demandaient est-ce qu'ils vont réussir à proposer quelque chose de différent? Eh bien oui, tout simplement. Alors par contre, je vous le dis, je n'ai rien noté, en tout cas presque rien noté de ce match. De mémoire, on a eu le Celtic Cross, qui est un petit peu leur prise fétiche des deux. Donc là, c'est, je crois, Ciampa qui l'a porté sur Gargano directement, donc sur la table des commentateurs dès le début du match. On a également Ciampa qui a traversé une table suite à un coup de pied de Gargano dans la tronche. On a, comme d'habitude, les chaises qui ont servi. On a également la fameuse béquille qui est un petit peu l'arme qui est autour de cette rivalité. Comme pour leur précédent match, le tablier du ring a été enlevé. Il n'y avait plus de protection.
À un moment donné, alors ça par contre j'ai trouvé ça super drôle, en fait à un moment donné, on a Ciampa, si je me souviens bien, qui prend de l'élan, il prend une chaise, et en fait il arrive à fond les ballons sur Gargano, en lui mettant donc une sorte de coup de genou avec une chaise sur Gargano contre la barricade, donc ils explosent la barricade, et là grosse barre de rire, parce que juste avant, oui donc ça j'ai oublié d'en parler, on a Gargano en fait qui a voulu mettre un super kick à Ciampa, Ciampa en fait l'esquive, et du coup c'est un gars un technicien de la VE qui se l'est pris en pleine gueule, du coup j'étais mort de rire. Du coup en fait Ciampa, il a voulu enterrer Gargano, mais quand je dis enterrer, c'est pas genre, c'est vraiment enterré quoi, c'est-à-dire il lui a mis des chaises de commentateurs, il a mis le mec qui était KO, il a mis les barricades, c'était vraiment drôle, ça m'a vraiment fait rire. Finalement donc Gargano arrive à se relever à 9. Ce que j'ai également oublié de préciser, c'est que Gargano est arrivé avec son logo. Vous savez, c'est un petit peu un emoji. Et bien là, c'était différent, puisqu'il était un petit peu comme Venom. Donc ça, c'était vraiment stylé, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le film me hype beaucoup. Je suis impatient de le voir. Il sort, je crois, fin octobre, un truc comme ça. Bref. Donc en fait, ensuite, ils sont retournés sur le Titantron. Donc on a Ciampa qui a balancé Gargano, ou bien c'est l'inverse, je ne me rappelle même plus. Non, je crois que c'est Gargano. C'est Gargano qui a balancé Ciampa dans le Titantron, dans les panneaux LED. Et ensuite, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Ciampa était menotté depuis une grande partie du match, mais il avait seulement une main de menotté. Et donc Gargano, ce qu'il fait, c'est qu'il attache Ciampa dans un panneau du décor, en fait. Et tu vois Ciampa qui est pas bien. Là, il commence à comprendre qu'il est dans la merde. Du coup, Gargano, qu'est-ce qu'il fait? Il marave Ciampa avec des super kicks contre la tête, contre le décor. Enfin, c'était assez violent, franchement. Et à un moment donné, on voit Ciampa qui en peut plus. Ciampa, il lui dit, voilà, je suis désolé, Johnny, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été trop loin, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je regrette, je regrette. Et tu voyais les sadiques, les commentateurs qui disaient, il est trop tard pour s'excuser. Et tu voyais les gros sadiques dans le public qui chantaient One More Time. Et du coup, Gargano continue à l'attaquer. Et en fait, il devient Ciampa. C'est ça, en fait, qui est assez incroyable dans cette rivalité. C'est que ce que détestait Gargano chez Ciampa, Gargano est en train de le devenir, en fait. Un espèce de sadique sans cœur. Et du coup, c'est vraiment ça qui est incroyable. Et en fait, à la fin du match, alors j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Moi, perso, j'ai bien aimé, même si c'est vrai que je peux comprendre pourquoi. En fait, on a Ciampa qui enlève sa protection et qui veut arriver à fond les ballons avec un grand coup de genou dans la gueule de Ciampa. Donc, il arrive à le faire, sauf qu'en fait, derrière, avec l'élan qu'il avait pris, il n'arrive pas en fait à s'arrêter et il fonce dans des genres de caisses de rangement en fait pour tout ce qui est matériel WWE. Et donc on voit que Gargano il est pas bien. Il s'est un petit peu blessé le genou, il est pas très bien. Donc l'arbitre il commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à 9, cet enfoiré de Ciampa arrive à se relever et Gargano non. Parce que Gargano il est blessé à son genou, il s'est fait mal tout seul. Et du coup voilà, victoire de Tommaso Ciampa sur Johnny Gargano, donc ça fait 2-1 dans leur rivalité. Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas terminé. C'est vrai que j'ai vu ça, je sais plus qui l'a proposé, mais un Hell in a Cell entre les deux, franchement, ça vous fait pas envie? Moi je pense qu'il faut faire un Hell in a Cell entre les deux. Je pense que s'il y a bien une rivalité actuellement à la WWE qui mérite cette stipulation, c'est bien celle-là. Et du coup, voilà, victoire de Ciampa sur Gargano. La seule chose que je peux comprendre, pour ceux qui n'ont pas aimé, c'est vrai que du coup, que c'est pas très logique. Ça veut dire que le coup de genou de Gargano était pas si puissant que ça, en fait. Ou alors peut-être qu'il l'a mis dans le loupé, j'ai pas forcément bien revu au replay. Mais c'est vrai que du coup, voilà, Ciampa, il se prend un grand coup de genou dans la gueule, il arrive à se relever. Et Gargano, non, il a trop mal au genou. Je peux comprendre les gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai vraiment adoré, je trouve que c'est vraiment... En termes de storytelling, en termes de qualité de match, la trilogie qu'ils nous ont fait, elle est absolument incroyable, sans déconner. Et je pense que c'est la meilleure rivalité des 5 dernières années, facilement. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu celle avec Daniel Bryan et l'Autorité, qui était vraiment très très bien. Mais top 3 facile des meilleures rivalités des 5 dernières années à la WWE. Et puis, en termes de qualité, de storytelling, de qualité de match, c'est vraiment... c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable. J'ai mis 10 sur 10.
5 stars. Donc du coup, le seul match où j'ai pas mis 5 stars, c'est le deuxième, je crois. Je crois que j'ai mis genre 9,5, un truc comme ça. Bravo les deux, quoi. Tout simplement, c'est ça le catch. Tout simplement, c'est ça le catch. Et puis du coup, Ciampa est toujours champion. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Pour vous, est-ce qu'on aura un nouveau challenger pour Tommaso Ciampa? Est-ce qu'on aura encore un match contre Johnny Gargano pour le prochain TakeOver qui sera, je crois, aux alentours des Survivor Series? Donc reste à voir si Black sera de retour. Je crois que son absence programmée est de 3 mois. Donc on est mi-août. Survivor Series, ce sera fin novembre. Peut-être qu'il sera de retour d'ici là. Peut-être qu'on aura un triple threat entre les trois. Peut-être qu'on aura juste Aleister Black contre Tommaso Ciampa, j'en sais rien. N'hésitez pas à réagir en commentaire justement par rapport à ça. Et du coup, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 8,7 sur 10. Donc c'est une très très belle moyenne. Ça reste en dessous de TakeOver New Orleans qui sera, je pense, inatteignable. Mais ça reste un excellent pay-per-view. C'est l'un des meilleurs TakeOver qu'on ait eu, très clairement. Je veux dire, voilà, je me répète pour chaque takeover, mais c'était vraiment très bon, c'était vraiment excellent, et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à NXT, tout simplement. Je sais que le main roster, ça vous prend déjà du temps. Dites-vous que NXT, c'est seulement 1 heure par semaine. Un takeover, on en a une fois tous les 3-4 mois. Ça en vaut vraiment la peine de s'intéresser à NXT. Et voilà, je dis encore une fois, on a eu 3 excellents matchs, bien évidemment le main event, le tag team match et le Adam Cole Ricochet. Le match féminin était surprenant en qualité, il était vraiment cool. Et puis pour moi, le moins bon match, ça reste Velveteen Dream, EC3, mais ça reste un match vraiment tout à fait honnête. Du coup, c'était un très bon show, voilà, tout simplement. Vous avez mon bilan de ce pay-per-view. Si c'était pareil pour le main roster, ça m'arrangerait. Vraiment, ça m'arrangerait de venir à chaque pay-per-view du main roster et de vous dire la même chose. Malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, la prochaine review sur cette chaîne, c'est la review de SummerSlam 2018. Donc vous l'aurez soit lundi, si j'ai eu le temps, soit mardi. Peut-être plus mardi, honnêtement, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien, c'est soit lundi ou mardi. Je vous invite à réagir en commentaire, bien évidemment, sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est le match que vous avez le plus aimé, celui que vous avez le moins aimé? Et puis on se retrouve donc soit lundi ou mardi pour la suite de la chaîne. Moi je vous souhaite un bon SummerSlam à tous. Allez, salut les gars et vive NXT.